Salut les terriens, le journal de la Starbase d'aujourd'hui ne déroge pas à notre petit rituel et nous allons bien sûr passer en revue les actualités de la Starbase, ce gigantesque projet d'Elon Musk pour faire de l'homme une espèce interplanétaire. Cette semaine, nous ferons aussi le tour de plusieurs anecdotes croustillantes que nous avons vues passer sur les réseaux, issues de l'actualité insolite de SpaceX, avec à la clé une interview d'Elon Musk rappelant les joies du télétravail. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. J'en profite pour vous rappeler qu'il ne vous reste que quelques heures pour profiter de la promo dont je vous parlais vendredi avec mon partenaire RhinoShield. Vous retrouverez tous les détails dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti, concentrons-nous d'abord sur les dernières avancées à Boca Chica. Jingle. Les breaking news de la Starbase, c'est maintenant. Vous vous demandez sans doute à quoi ce serpent de métal peut bien servir? Et si je vous dis QD Arm? Et oui, quand on parle de ce dernier, qui pour rappel est un bras amovible accroché à la tour de lancement qui permettra un ravitaillement sécurisé et rapide du Starship, on a tendance à penser qu'il ne s'agit que d'un appendice métallique relativement basique. Et pourtant, il est lui aussi une merveille d'ingénierie qui a récemment reçu une seconde peau de câbles, de tuyaux et d'équipements en tout genre. Il ne lui manquait plus que des tuyaux d'alimentation en ergol, et si on se réfère à sa tête, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un panneau à déconnexion rapide, et qu'on zoome un peu plus, on voit clairement les indications en anglais méthane liquide et oxygène liquide. Il s'agit donc bien des tuyaux d'alimentation en ergol qui viennent parachever le QD Arm. Dans le journal de la Starbase du 16 novembre, nous parlions de la table orbitale, ou OLP, et ça tombe bien puisque de nombreuses avancées ont été remarquées depuis. Même si ce n'est qu'une supposition, il pourrait bien s'agir du futur couvercle de protection du fameux panneau de déconnexion rapide dont la table orbitale sera pourvue, et qui sera chargé de ravitailler le booster en très peu de temps et avec un maximum de sécurité. Pour rappel, le fait de protéger les équipements du pas de tir est non seulement nécessaire au vu de la puissance des moteurs Raptor du B4, qui par leur flamme pourraient endommager la table orbitale, mais aussi par la récurrence des tirs que prévoit SpaceX pour sa fusée interplanétaire. Quelques tuyaux ont aussi été acheminés et fixés sur la structure de l'OLP, et cette tuyauterie est spécifique à un système d'alimentation en eau. Pour les plus assidus d'entre vous, c'est justement ce que nous évoquions dans le dernier journal de la Starbase, la possibilité d'un système de déluge d'eau afin de protéger la structure de la table orbitale. Il semble donc que ce scénario soit le bon. A noter également que le 22 novembre, des tests ont été effectués sur les 20 starters à déconnexion rapide de l'OLP dont nous vous parlions dans le dernier journal de la Starbase, et qui pour rappel serviront à allumer les 20 moteurs fixes du B4. À l'heure où j'écris cette vidéo, nous ne savons pas encore si tout s'est bien passé, mais vous pouvez compter sur nous pour suivre cette évolution de très près. Comment les équipes de SpaceX comptent alimenter les immenses réservoirs de la ferme à ergol en oxygène liquide et méthane liquide en très peu de temps, et comment 34 camions-citernes pourraient les remplir, sachant qu'il leur faudrait chacun 90 minutes pour livrer leur cargaison. Cette photo de Golden Buoy est intéressante pour une première réponse, car elle montre plusieurs choses. D'abord, le fait que l'ancien mur devant la ferme à ergol qui longeait la route a été détruit, et justement, cet emplacement étant à présent dégagé, il pourrait bien laisser la place à un système de canalisation qui viendrait alimenter en ergol l'ensemble de la structure, et faciliterait ainsi les allées et venues des fameux camions-citernes dont nous parlions. Cela ne reste qu'une supposition, encore une fois nous vous tiendrons informés, et si vous avez des idées à ce sujet, merci de nous les partager en commentaire. Les équipes de SpaceX ont testé les 4 ailerons avant et arrière du vaisseau, après la validation du dernier test des moteurs du Starship, qui semble heureux comme un pingouin sur la banquise. En effet, le ressentir statique du Starship dont nous parlions dans le dernier journal de l'espace s'est apparemment bien déroulé, ce qui est de très bon augure pour un prochain tir orbital. D'ailleurs, je vous propose d'entendre le bruit de ces 6 moteurs, dont 3 sont prévus pour le vol atmosphérique et 3 autres sont optimisés pour le vide spatial. On imagine aisément le cataclysme sonore qui viendra saturer nos oreilles quand les 33 moteurs du B4 seront allumés en même temps pour un futur tir statique qui, même s'il se fait désirer, est imminent à l'heure où je produis cette vidéo. En attendant, on peut déjà se satisfaire de voir le B5, la prochaine version du booster, se tenir fièrement presque en un seul morceau dans le hangar de construction. D'autres générations du Starship et du booster se bousculent également sur le sol de la Starbase, avec une section et un dôme du B7 qui ont été aperçus grâce à Starship Geyser, et même une section du S-22 déjà recouverte de son bouclier thermique. Préparez les pop-corns, installez-vous confortablement et passons à des choses plus légères, les petites anecdotes de la Starbase. À qui vous adresseriez-vous si vous estimiez que votre mission de vie était de créer une armure du style Iron Man, de l'enfiler et de passer le mur du son avec? Ouais, je sais, c'est une drôle d'idée.
En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que j'irai faire un tour à Boca Chica et que je prendrai conseil auprès de quelqu'un qui serait au moins aussi fou que moi. Tout est ici parti de ce tweet. Et oui, Dylan Edmiston est un ingénieur et un inventeur pour le moins loufoque qui a décidé de faire appel à Elon Musk, qu'il appelle d'ailleurs avec déférence le Cyber King. Au vu de ces images, il semble avoir bien fait puisque le PDG de SpaceX l'a invité sur la Starbase afin de discuter en détail de son projet. Une idée étrange mais pas si nouvelle que cela pour Elon Musk, puisqu'en 2016 déjà, on lui demandait ce dont il avait bien pu discuter avec le département général de la défense américaine lors d'un entretien avec le Pentagone. Il s'était contenté de répondre à l'époque par un mystérieux tweet, quelque chose à propos d'une combinaison de métal volante. Bon, en attendant de voir Dylan Edmiston et Musk passer le mur du son en combinaison du style Iron Man, revenons un peu sur Terre et pourquoi pas tant qu'à faire sur la Terre russe. Elon Musk prévoit-il de construire une autre Starbase en Russie ? Les mystères de la géopolitique sont parfois impénétrables, mais tout de même, certains indices nous suggèrent qu'un rapprochement entre l'entreprise américaine et l'ancienne URSS ne serait pas une idée si farfelue que ça. Récemment, Dmitry Rogozin, le directeur de l'agence spatiale Roscosmos, a en effet déclaré qu'il ne serait pas contre le fait de voir un jour SpaceX implanter un site de production en Russie. Poutine serait-il en train de faire du pied à Elon Musk ? Quoi qu'il en soit, Rogozin a laissé savoir qu'il serait ravi d'inviter ce dernier dans sa famille lors d'une visite de courtoisie, afin de discuter de l'exploration spatiale, de la colonisation de la Lune et de Mars, et pourquoi pas d'autres planètes. On imagine aussi que ce serait un bon moyen pour la diplomatie russe de se faire pardonner la dernière destruction en date du satellite qui, pour rappel, comme nous l'évoquions dans le journal de l'espace du 19 novembre, a donné un coup de chaud aux astronautes de l'ISS, tout en propageant un froid sibérien dans la communauté internationale. Kanye West, le célèbre rappeur, compositeur, réalisateur et designer américain originaire de Chicago dans l'Illinois, est venu visiter la Starbase. Et pour profiter du lieu, quoi de mieux que de monter au sommet du hangar de construction accompagné d'Elon Musk, improvisé pour le coup en guide touristique de luxe. Bon, les ragots c'est sympa, mais revenons-en aux faits, et tout particulièrement sur cette interview du PDG de SpaceX donnée ce mois-ci à la NASEM, l'Académie nationale scientifique collective des États-Unis, qui représente les sciences de l'ingénierie et de la médecine, et dont le but n'est pas d'alimenter les magazines à sensations, mais bien de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent au sein de la communauté des passionnés de l'exploration spatiale. The first orbital flight we're hoping to do in January. Nous espérons faire le premier tir orbital en janvier prochain. Nous avons terminé le premier booster et le premier vaisseau orbital que nous espérons compléter avec la rampe et la tour de lancement dès ce mois-ci pour enchaîner sur tout un tas de tests en décembre. Et oui, car la FAA, l'agence américaine de l'aviation que je ne vous présente plus, prévoit en effet de divulguer les conclusions de son évaluation environnementale d'ici le 31 décembre. Cette annonce ne doit pas nous faire oublier que cela n'implique pas nécessairement une validation de permis de lancement des Starship Super Heavy de SpaceX dans la zone de Boca Chica. Rien n'est donc encore gagné ou perdu selon le point de vue de chacun, car comme vous le savez, la licence de SpaceX dépend directement de sa capacité de répondre aux exigences de la FAA en matière de sécurité, de risques pour l'environnement et la population locale, ainsi qu'en termes de responsabilité financière. Toutefois, Elon Musk étant un éternel optimiste, toujours pressé par son horloge interne, même si janvier paraît un peu juste, on peut tout de même espérer voir un premier tir orbital au cours du premier trimestre 2022. There's a lot of risk associated with this first launch, so I would not say that it is likely to be successful. Il y a beaucoup de risques qui vont avec ce premier lancement, donc je n'irai pas jusqu'à dire que ce sera un succès, mais tout de même nous avons bien progressé. Nous avons également construit une usine pour produire à la chaîne ces fusées, par conséquent nous visons clairement une production de masse. La réutilisation des fusées, la production de masse, la réduction des coûts, bref c'est bien du SpaceX tout craché. Like the great thing about Starship is it really should enable us to send very big things and also to send them fast. Avec un vaisseau tel que le Starship, nous pourrions envoyer de grandes quantités de charges utiles de façon régulière et plus rapide. Si nous pouvions produire une génération de propulseurs sur la Lune, par exemple, nous pourrions envoyer encore plus rapidement des cargaisons et des hommes sur Mars, y construire une base et ainsi de suite procéder par saut de puce de plus en plus loin et de plus en plus rapidement jusqu'aux lunes de Jupiter, puis jusqu'aux confins du système solaire. Grosso modo, chaque planète ou lune sur laquelle nous pourrions produire du carburant ou nous pourrions installer une station-service spatiale nous permettrait de faire à chaque fois un bond de plus en avant. Donc oui, le Starship est conçu pour devenir un moyen de transport généralisé pour le système solaire. So ultimately, Starship is designed to be a generalized transport mechanism for the greater solar system.
Un moyen de transport généralisé pour le système solaire? Super, mais c'est combien l'abonnement? Parce que je voulais aller faire un petit tour sur Mars pour mes prochaines vacances. Je devais vous répondre, cette machine fait des merveilles. Avant de faire atterrir en toute sécurité un équipage sur Mars, je pense qu'il faudrait bien compter 2 ou 3 atterrissages de Starship au préalable, afin de confirmer que la procédure est fiable. Vous savez, nous pourrions ainsi déposer pas mal de matériel scientifique, d'ailleurs je recommanderais que ceci soit plutôt à moindre coût pour la première mission. Nous travaillerons probablement avec la NASA, mais aussi avec d'autres nations, afin d'amener les premières populations sur Mars. Vous imaginez la quantité de Raptor que devra produire SpaceX pour chaque Starship et chaque booster qu'ils comptent également sortir de leur site de construction? Elon Musk a justement annoncé lors de cette interview que le nombre des moteurs du B4 passerait de 29 à 33, tout en précisant que la question de la production des Raptors était pour lui le véritable enjeu. En effet, lorsqu'on en vient à la question de la future version des moteurs de la fusée, il laisse entendre un changement radical. Les Raptor 2 vont subir des améliorations à bien des égards, avec une refonte complète de la conception nécessaire pour un moteur destiné à rendre la vie interplanétaire. D'ailleurs, il ne s'appellera pas Raptor. Alors qu'en est-il de ce fameux moteur? Quelles seront ses capacités? À l'heure actuelle, même si cela ne reste qu'une évaluation à la louche, ce dernier devra probablement être en mesure de produire 230 tonnes de poussée, ce qui équivaudrait pour un booster à atteindre une capacité d'environ 7700 tonnes de poussée lors du lancement. C'est en tout cas ce qu'avait annoncé en mai dernier Elon Musk quand on l'interrogeait sur la puissance du successeur des Raptor. Là où le mystère reste complet, en revanche, c'est sur la motorisation. En effet, ce dernier a laissé entendre que les ergols actuels ne seraient peut-être plus utilisés dans ce contexte. Vous n'êtes pas sans savoir que la question de production d'ergols sur Mars reste un élément clé pour la viabilité à long terme d'une motorisation telle que celle du Raptor. Est-ce que cela pourra bien se faire? Et si ce n'est pas le cas au final, SpaceX devra décider d'opter pour une autre propulsion, comme par exemple un moteur nucléaire qui connaît récemment un regain d'intérêt. Et vous les terriens, qu'en pensez-vous? Quel nom donnera Elon Musk à cette nouvelle génération de moteurs? N'hésitez pas à partager vos intuitions en commentaire, et voyons qui de vous aura vu juste. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, et à faire briller ce pouce bleu pour que le JDE puisse cette fois sans combinaison, passer le mur du son en toute sécurité. À vendredi, salut les terriens!